Alors, je vais essayer de faire ça, non pas au titre de mon appartenance institutionnelle, mais plutôt au titre d'économiste de la filière et d'essayer de réfléchir suivant un terme. Vous avez vu, il y a marqué ensemblier, c'est pas encore très pratiqué dans la profession, mais je pense que c'est une interpellation sur comment agir ensemble différemment. Alors, vous me direz, mais c'est bizarre qu'un bétonneur se pose ce type de questions. En fait, je m'inscris dans une tradition historique et j'ai remis la phrase de Schumpeter que le propre d'un vrai entrepreneur, c'est de remettre en cause un ordre établi. Alors lui, il disait c'était l'innovation. Je n'étais pas du tout en train de prêcher la révolution. Mais je dirais que dans un langage plus moderne, c'est peut-être l'effet de dire que le business as usual a trouvé ses limites et qu'il faut vraiment, compte tenu des urgences qu'on a chiffré en termes de quantité de demandes, de besoins, de solvabilité, il nous faut trouver d'autres modèles. Alors pour faire ça, je vous propose de le faire en 3 points. C'est peut-être une déformation d'ingénieur. D'abord un constat. Je pense que pour échanger, il faut qu'on partage au moins la même analyse de la situation. Le deuxième point, c'est considérer que le logement, ce n'est pas un objet, mais c'est un système. On a tout à l'heure parlé de la sociologie, et je pense qu'on a trop des fois tendance à raisonner mètre cube de béton. Alors, pas pour vous qui êtes architecte, mais enfin quand même l'objet logement, c'est souvent le projet. C'est un objet, c'est plus, mais alors qui doit vivre, et on est bien dans la notion de complexité systémique. Et puis alors le troisième, c'est de tout ça proposer une vision différente des acteurs non pas en termes de rôle, mais en termes de coopération. Donc le premier, c'est partager un diagnostic. Le deuxième point, alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la performance, mais on y reviendra. Donc l'idée, c'est bien, si c'est un système, parlons pas de l'objet, mais parlons de ce à quoi il sert et à quel niveau il répond à la demande. Donc favoriser la performance d'usage. Et puis le dernier, c'est bien sûr mutualiser des ressources qui sont rares à l'heure actuelle. Alors pour faire ça, je vous propose en fait d'utiliser 3 diagrammes, parce que je pense que c'est plus facile pour engager une discussion. Le premier sur le constat, je vais vous montrer une courbe économique qui parle du coût technique de la construction et pas du tout du prix du foncier ni des fiscalités, dont je ne suis pas le spécialiste. Mais vous allez voir qu'en fait on se rejoint quand même assez et on pourra peut-être aller plus loin tous ensemble. Donc la courbe est la suivante. On met verticalement le pourcentage du coût technique et on regarde ce qui se passe dans le temps. Le temps, on va le considérer uniquement dans la livraison d'un bâtiment. Alors, vous savez tous qu'il y a une phase de programme, une phase de projet et une phase de production. Alors, l'intérêt, c'est de savoir quand même, de réfléchir un peu tous en termes de où se situent les dépenses. Donc là, j'exagère un tout petit peu la courbe, mais on est tous d'accord qu'on dépense énormément d'argent sur le chantier. C'est par nature un lieu de dépenses. Mais en fait, il y a quand même d'autres dépenses d'engineering et de faisabilité du programme. Alors, l'intérêt de cette courbe, qui paraît une évidence, c'est de se dire qu'une dépense est toujours décidée par quelqu'un avant d'avoir dépensé. Donc, la dépense cumulée, elle est engagée, en fait, suivant la courbe qui vient de s'afficher, et pour lequel, moi j'ai un mal fou, je viens de l'industrie, évidemment, on me dit c'est parce que tu es particulier, mais on a peu de conscience que l'écriture d'un programme fixe normalement 80% des dépenses à engager ultérieurement. Et cette évidence-là n'est pas toujours acceptée en tant que telle, et on considère que le bâtiment échappe aux logiques industrielles, et qu'en fin de compte, bah non, c'est vraiment le lieu de dépense, c'est bien le chantier. Alors l'idée, c'est de se dire, mais est-ce que réellement on vit ça tous les jours? Alors là, je vais vous faire une courbe qui est ma vision de ce qui se passe entre tous les acteurs. Je suis certain que ce n'est pas ce qui se passe avec chacun d'entre vous, parce que vous êtes tous des vrais professionnels et que la question ne se passe pas du tout comme dans la banalité de toutes les opérations. Mais en fait, moi, je vois très souvent, il y a un programme, donc on a dépensé le programme, il y a un concours d'architecture, et qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il y a une remise en cause du programme, non pas explicite, mais implicite, en disant oh, on n'a pas tout pensé à tout ce qu'il fallait. Donc on a recadré et on est reparti sur une nouvelle dépense interne pour faire le projet, sauf que la valeur de dépense initiale est quand même une certaine remise en œuvre
qui nécessitent d'autres heures de dépenses et qui font qu'on a perdu une certaine quantité d'argent disponible pour faire les choses, disons, conformes à une attente. Mais si on va regarder ce qui se passe entre la conception architecturale et technique des ingénieries et les constructeurs bétonneurs ou charpentiers métalliques, en gros, on a la même chose. La réponse, c'est toujours c'est trop cher. Si on va orienter un petit peu, on pourrait faire beaucoup mieux. Donc, on a encore une remise en cause du projet. Et puis, ce qui est paradoxal, c'est pour certains d'entre vous qui ont vécu ça en entreprise d'une certaine taille, entre le commercial de l'entreprise et le producteur de l'entreprise, on a une remise en cause des méthodes de chiffrage parce que le chef de chantier dit je fais autrement, je coule directement et je ne préfabrique pas. Donc on a grosso modo cette nouvelle courbe de dépenses. Et puis arrivé au bout, je ne suis pas en train de dire que les constructeurs sont tout à fait blancs, il y a une non-qualité de chantier qui existe et qui est, disons, dans tous les métiers, il y a une part de choses qui ne sont pas parfaites. Alors, si on regarde tout ça, en fait, on a bien dépensé les 100%, mais la valeur réelle acquise par celui qui va prendre en charge le résultat, elle est dégradée, de mon point de vue. Alors, je partage ça avec beaucoup d'anglais. En France, j'ai beaucoup de mal à faire partager ce point de vue, mais notre collègue promoteur avait annoncé le chiffre de 30%. Ce n'est pas tout à fait les mêmes 30%. Là, c'est les 30% de coûts techniques de construction. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on dit on n'a pas de ressources. Il me semble qu'on a sous le pied la profession, je ne parle pas de chacun d'entre nous, mais la profession a quand même un gisement de financement extraordinaire si on accepte bien ce constat, de dire qu'on n'est pas en train de travailler tous ensemble de façon optimale. Résumer tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une dissipation des ressources et qu'en période de rareté, ça me paraît urgent d'y réfléchir. Bon, une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire comment fait-on? Alors, donc, on va passer au schéma d'après, qui est quel logement? Alors là, je vais faire un dessin ou une image qui n'est pas non plus très pratiquée, mais qui est ce logement, j'ai mis un ouvrage pour dire que c'est quand même une chose physique. Bien évidemment qu'un logement, ce n'est pas du numérique, c'est essentiellement de la quantité de matière, des espaces, des volumes, etc. Mais cet ouvrage, est-ce qu'il faut le définir comme étant un 4 pièces de tel type, ou, etc. Ou est-ce qu'il ne faut pas répondre à quoi sert-il en fait? Et je pense que là, je vous aborde sur forme imagée ce qu'on pratique dans d'autres industries qui s'appelle l'analyse fonctionnelle. L'objet, ce n'est pas de faire l'ouvrage, c'est de faire un objet qui permet à un utilisateur final, et j'ai bien un utilisateur final, de faire quoi? Au moins de s'abriter. Et on oublie toujours ça. Mais la fonction principale d'un logement, c'est d'abord de s'abriter des intempéries. Et s'abriter, tout le monde ne s'abrite pas, n'a pas la même notion du niveau de l'abri. La deuxième chose, c'est de fournir un espace. Parce que c'est bien évident qu'avec le foncier, qui est très rare, il nous faut créer de l'espace disponible pour l'utilisateur final. Mais on peut continuer comme ça à décliner et à spécifier en fait ce que c'est qu'un logement. On doit le protéger des agressions, on doit le protéger des autres. Et là, on voit bien la discussion qu'il y avait tout à l'heure. Le logement, ce n'est pas l'enfermement d'un individu, c'est la relation d'individu également à la collectivité des autres et à ces autres au niveau de son entourage, de ses visiteurs, etc. Bon, il y a bien sûr les biens et outils. Alors, puisqu'on est au numérique, il y a tout ce qui est télévision, etc. Mais comment utilise-t-on ces biens et outils de façon différente de celle de fournir seulement une baignoire? Il y a ensuite le site. Alors ça, c'est ma déformation industrielle. Le site, c'est quand même bien. J'aurais dû mettre une église ou des petites maisons et non pas une usine, mais enfin. Et puis le dernier, qui est la notion de sémiologie. Donc là, la sémiologie, c'est l'image qu'on donne aux autres et l'image que l'on a de son propre logement. Et vous voyez qu'on a là ici une définition, en fait, qui est basée sur les attentes et non pas sur une normalisation. L'idée, c'est bien de se dire, en fait, que notre objet sera satisfaisant pour l'ensemble de notre communauté que l'on forme, notre société, qu'à partir du moment où on puisse répondre, où l'objet puisse répondre des performances d'usage attendues. Alors on me dit, oui, tu es un ingénieur, la complexité des attentes, c'est de la sociologie. Oui, mais travaillons ensemble à établir quelles sont ces attentes et surtout à introduire ce qui me paraît à l'heure actuelle manquer, qui est la notion de mesure.
l'ensemble de ces caractérisations que je viens de citer, où il y en a 7, pour faire, disons, tout à fait biblique, mais grosso modo, elles sont quantifiables, parce qu'elles peuvent se mesurer. On sait mesurer quelles sont les attentes pour une activité donnée d'utilisateur, et non pas en termes de c'est un 63 mètres carrés. C'est surface réglementaire, c'est plutôt en termes de qu'est-ce qui se passe dans l'activité et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, l'idée, encore une fois, c'est le logement, c'est un système. Ça veut dire que, en fin de compte, un système se juge bien à la réponse qu'il apporte aux attentes de l'utilisateur et non pas à la satisfaction d'un certain nombre de normes ou de codes. Et je dirais qu'en particulier, tout à l'heure on a parlé de la réglementation thermique. Ben, il est bien évident que la réglementation thermique, on dimensionne un bâtiment sur un scénario standard. Qu'est-ce que ça veut dire un scénario standard par rapport à l'utilisateur individuel qui est différent de l'un à l'autre? Donc l'idée là-dessus, c'est peut-être pas d'afficher les 50 kWh par mètre carré par an qui ne seront jamais vérifiés, mais plutôt de demander quel est le type de clientèle, quelles sont ses attentes en termes de température de confort. Une vieille personne, on ne la fera pas vivre à 19 degrés. Il est bien évident qu'elle sera à 23, et c'est normal, sauf que la réglementation ne le prévoit pas. Donc voilà, c'est l'idée, encore une fois, que la complexité peut s'aborder de façon instrumentée par rapport à des méthodologies qui ne sont pas, évidemment, tout à fait courantes. Alors, le dernier point, vous allez me dire, mais tout ça, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on met en place tout ça? Alors, moi, j'arrive à la discussion qu'il y avait tout à l'heure de mutualiser les efforts. Moi, je suis quand même surpris. On a dit que le bâtiment, c'était quelque chose de très important quant à sa valeur symbolique et sociale, etc. Mais c'est aussi un objet économique extraordinaire. C'est 11% du PIB. Or, on veut aborder cette question-là sans le considérer dans une perspective de démarche économique industrielle. Moi, il me semble qu'un sujet de réflexion qu'on pourrait partager, c'est comment articuler les différents niveaux d'entreprise qui se permettent de diffuser, parce qu'elle a une certaine taille, des capacités de recherche. Moi, je suis quand même surpris, comme vous le disiez, qu'on n'ait pas plus d'études sociologiques pour définir ce que c'est qu'un logement. Or ça, on voit bien que la R&D, ce n'est pas une structure petite, tendue, qui est au juste nécessaire, qui peut se permettre de faire de la recherche fondamentale qui ne soit plus payée par l'État, mais qui soit payée par les fonds propres. Donc il y a un problème donc, de mutualisation au niveau d'une entité géographique importante qui permet d'avoir des relais d'optimisation sur les problèmes d'achat groupés, etc., au niveau plus régional. Et puis, bien sûr, le logement sera toujours une industrie de proximité. Mais là, l'idée, c'est encore une fois de faire en sorte qu'on ait réellement une entreprise réseau. Alors, je sais que ça fait sourire certains, et certains diront c'est encore une vision d'un major qui voudrait. Ce n'est pas l'objectif d'un major. Ça peut être très bien un groupement d'engineering et de PME qui s'organise avec une structure qui puisse réfléchir à plus moyen terme, et puis qui puisse faire de la formation, qui puisse faire de la recherche, qui utilise les vraies compétences, mais qui optimise également ses relations avec les industriels des composants, et qui a un service de proximité proche des utilisateurs finaux. Donc vous voyez que par ces trois images, c'est une proposition peut-être un peu iconoclaste, mais compte tenu de l'urgence de la discussion qu'on doit avoir tous ensemble pour d'autres modes de travail collectif, il me paraît intéressant de se les poser. Alors, en résumé, pour rester dans les délais impartis, la première chose, je pense que notre problème commun à nous tous à l'heure actuelle, c'est la notion d'efficience collective. Alors l'efficience, ce n'est pas un problème de capitalisme, d'efficacité du capital. L'efficience, c'est comment tous ensemble on peut apporter plus de valeur à la communauté qu'on ne génère d'impact. Et pour moi, le coût de la construction, c'est un impact négatif, puisqu'on a bien dit tout à l'heure que plus le logement est cher, moins les familles peuvent utiliser leur argent à faire autre chose. Donc c'est bien quelque chose d'important d'avoir en tête, c'est la notion d'efficience et non pas d'efficacité capitalistique. Donc moi je résume ça, mais on discutait tout à l'heure, par un slogan, pour ceux qui en font un peu d'histoire, ça rappelle peut-être des vieux souvenirs, mais c'est faire mieux avec moins. Je pense que c'est un vrai challenge qu'on peut partager. Ça, pour faire ça, ça suppose qu'on ait tous une même convergence de point de vue, et ce n'est pas du tout de l'angélisme, parce que si on était tous d'accord pour pratiquer une approche par rapport au seul utilisateur final comme référence, alors vous diriez que l'architecte travaille toujours pour l'utilisateur final, mais je veux dire, sauf qu'il sort un certain nombre d'éléments graphiques qui sont des éléments techniques
et qui ne sont pas forcément explicités sur le pourquoi il faut celle-là et pas autre chose. Ce qui fait qu'après, on peut éventuellement varianter en disant oui, mais ça coûte trop cher. Non, ça ne coûte pas trop cher. Quel est le coût qu'on affecte pour chacune des performances d'usage? C'est quand même des gens tout à fait différents pour discuter plutôt que de dire c'est trop cher globalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait introduire, et l'industrie l'a fait, je dirais que moi je l'ai vécu chez un constructeur automobile, il fut un temps où c'était le client mérite la voiture, et ils en sont revenus grâce aux Japonais, et maintenant c'est l'industriel qui mérite le client, hein. C'est pas l'inverse. Donc l'idée, c'est que si on arrive à instaurer cette mode de raisonnement, on aura fait un grand progrès, et ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par ce moment-là, on peut se faire tous entièrement confiance, non pas de façon béate, mais tout simplement parce qu'on pourrait se rémunérer tous ensemble, y compris par rapport à l'utilisateur final, en termes de garantie de performance. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, la notion de CPE, c'est progressivement c'est ça. Après tout, pourquoi est-ce qu'on paierait un ouvrage si les performances affichées initialement dans le programme ne sont pas vérifiées à la sortie? Bon, je suis certain que certains d'entre vous, répétant ça autour d'eux, vont j'aurais dit retour de bâton au niveau du siège de ma maison, mais il me semble que c'est le même type de réflexion que notre ami promoteur. Il me semble que cette garantie de performance, c'est ça qui peut faire confiance. On est tous là pour garantir la performance globale du système, et c'est donc un élément du challenge que je vous propose, mais je pense qu'il faudra engager le dialogue maintenant.